reçoit encore cette semaine notre prof de cinéma, Philippe Lemieux, qui est prof, soit dit en passant, au cégep de Saint-Jérôme. Il y a plein de ses élèves qui l'écoutent présentement et qui vont nous texter dans les prochaines secondes. Ça arrive régulièrement. Philippe, merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir. T'es de retour parce que c'est La Belle et la Bête. Il y a une sortie de ce film-là cette semaine. C'est quand que ça arrive exactement? Aujourd'hui même. C'est aujourd'hui même. OK, parfait. Et La Belle et la Bête, c'est un remake. Là. On a connu plein de versions. Il me semble que c'est une vieille histoire. Ça remonte à quand, ça? Ben, c'est une très vieille histoire, en fait. Si on remonte pas à la tradition orale, parce que là, on peut remonter très, très loin, ça a été écrit pour la première fois en 1740 par une Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Mon Dieu, OK. Mais réécrit en 1757 par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, qui a comme simplifié l'histoire. Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. OK. Elle a simplifié l'histoire. Elle a vraiment condensé ça pour s'adresser aux enfants, en faire un conte, vraiment. Puis c'est cette version-là qui a inspiré autant de versions au cinéma et au théâtre. Sinon, avant, c'était plus épeurant, peut-être, plus pour adultes? Quand même, plus élaboré. Vraiment, là, il y avait, c'était un petit peu plus long. Et en fait, les historiens vont pointer une source véritable, donc un homme qui serait à l'origine de cette histoire-là, qui a vraiment vécu au 16e siècle dans les îles de Canaries. Son nom, c'est Pedro González, et il souffre d'hypertrichose, qui est une maladie rare qui fait que du poil lui pousse partout sur le corps. Ah, j'ai ça, moi. C'est, non. beaucoup plus extrême, même. Ah, okay. En fait, c'est lui qui sera à l'origine aussi de la légende des loups-garous. Finalement, parce qu'il ressemble à un loup. Et il est dans la cour du roi Henri II. Il va épouser une très belle femme qui s'appelle Catherine. Ils auront 6 ou 7 enfants. Et donc, cette histoire-là va être l'inspiration, selon l'historien. Les enfants étaient poilus comme le père? Moitié-moitié. Il y a eu des enfants normaux, il y en a qui l'ont eu, puis il y en a eu qui ont eu le gène du père. Et on les a appelés les louveteaux. Oh. Fait que c'est comme un fait vécu, wow. Oui, quelque part, c'est un fait vécu. Évidemment, les contes, leur mission, c'est de véhiculer une leçon morale pour les enfants. Donc, dans ce cas-ci, on le comprend tous, c'est de voir la beauté intérieure des gens. Mais il y a aussi le contexte de l'époque. Dans les années 1700, il y a beaucoup d'hommes d'âge mûr, 30, 40, 45 ans, qui sont veufs et qui vont remarier, mais des jeunes filles dans le but d'avoir des enfants. Et donc, des filles de 16, 17, 18, 20 ans, à qui on veut inculquer cette idée-là de regarder au-delà des apparences et de voir la beauté intérieure. Fait que ce deuxième niveau-là aussi dans le conte qui est là pour... Un peu malsain. Oui. Écoute, c'est une histoire qui est archétypale. Si on pense au fantôme de l'opéra, à l'homme qui rit, à King Kong, à Notre-Dame de Paris, c'est toutes des créatures un peu difformes qui vont finalement tomber amoureux d'une belle femme. Par contre, toutes les histoires que je viens de nommer ont des fins tragiques, mais pas La Belle et la Bête. Ça, c'est une version, une fin beaucoup plus heureuse que la plupart de ces histoires-là. Okay. C'est pas Disney qui s'est intéressé le premier à faire pas du tout. Une version cinématographique? Non, pas du tout. Il y a eu beaucoup d'adaptations. En fait, ça remonte à 1899 pour la première adaptation au cinéma, qui était noir et blanc, muette et vraiment de courte durée. Mais celle que les historiens retiennent le plus a été réalisée en 1946 en France par Jean Cocteau, qui est un célèbre réalisateur surréaliste. Ça met en vedette Jean Marais dans le rôle de la Bête. Jean Marais qui était, au moment du tournage, l'amant du réalisateur Cocteau. Et Josette Day qui joue. Je savais pas ça, moi, Jean Marais. Oh, ouais. Oui, Jean Marais sortait avec Jean Cocteau au moment du tournage. Et 45, le tournage, c'est important parce que c'est la libération, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on tourne ce film-là dans des conditions exécrables. Il y a des pannes d'électricité constantes. Il y a une pénurie de matériaux, de pellicules, notamment. Et s'il y a une chose qu'il nous faut quand on fait un film, c'est de la pellicule. Il y a une scène très simple. Vous donnez un exemple où Belle et ses sœurs accrochent des draps blancs dehors pour les faire sécher. C'était tous les draps blancs intacts que le réalisateur pouvait trouver dans le village au complet pour faire cette scène-là, tellement les matériaux étaient rares. Même des choses essentielles de la vie là, étaient difficiles à trouver. C'est un très beau film. C'est comme des décors de fortune, littéralement. Là. Totalement, oui. Ah, oui. Ouais, hein? Très, très beau film, très grand film, qui en a inspiré plusieurs. Il y a une scène où Belle pleure et quand la bête attrape ses larmes, ça devient des diamants. Et Coppola a repris ce moment-là dans son Dracula en 1992. Avec Tom Cruise, Brad Pitt, ce Dracula. Non, ça, c'était Entretien avec un vampire. Tammy. Et à la toute fin, quand finalement la bête se transforme et redevient humain, à la première du film, on a entendu Greta Garbo dire « Give me back my beast » parce qu'elle préférait
le look de la bête au look de l'acteur qui l'interpréterait. Ben voyons. Finalement, à la fin ça va loin, la morale du conte, là, et même pousser une coche de plus. On est en compagnie de notre prof de cinéma, Philippe Lemieux. Je le dis souvent parce que il vient pas si souvent que ça nous voir. Ben là, ça fait 2 fois en 2 semaines. 2 bonnes raisons. Et aujourd'hui, c'est la sortie de La Belle et la Bête. Donc, tu nous as parlé de ces versions-là différentes. Il y en a un autre, La Belle et la Bête, en 2014. Oui, tout récent. C'est une version tout... il y avait la télésérie avec Lena Hamilton et Ron Perlman. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent, évidemment, mais qui était dans l'époque moderne à New York. Puis il y a eu la version très récente qui a passé comme dans le beurre en Amérique, mais qui est sortie en France, qui a gagné même quelques Césars, là, pas meilleur film, mais dans d'autres catégories. C'est une coproduction franco-allemande et c'est Vincent Cassel qui interprète le rôle de la bête. Il me semble qu'on en avait un peu entendu parler quand même ici, sans que ça... Ça n'a pas été un grand succès, là. Okay. Ça a vraiment passé underground. Et Léa Seydoux jouait Belle. Alors, ceux qui savent pas c'est qui, c'est la Bond Girl du dernier film, Spectre. Elle jouait aussi dans La vie d'Adèle. Oui, et il y a eu Mission Impossible 4, Grand Budapest Hotel, elle a joué dans ces films-là. Puis, Vincent Cassel, on sait c'est qui. D'ailleurs, pour moi, Vincent Cassel, qui a été 14 ans avec Monica Bellucci, c'est une véritable histoire de La Belle et la Bête, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est un peu mon idole pour ça. Ouais. Et là, on arrive à Disney. Patrice, tu le demandais, donc tu vois, c'est pas la première version Disney, mais la version de 1991 demeure, je pense, pour la plupart des gens, certainement une génération entière, un classique incontournable. Elle nous a marqué beaucoup parce que ça a été les débuts de Céline Dion, là, tu sais, dans les hautes sphères. Oui, chanter une chanson dans un générique, c'est payant. Elle l'a refait dans Titanic par la suite. Et elle le refait dans cette nouvelle version, mais c'est pas la même chanson. À l'origine, elle chantait La Belle et la Bête avec Peabo Bryson. Ouais, là, c'est une autre chanson, une nouvelle écrite pour le nouveau film. Mais encore une fois, dans le générique, comme c'était le cas en 1991. En 1991, c'était une version animée, c'était des dessins. Oui, totalement. On est à l'époque de la renaissance de Disney. Il faut comprendre que dans les années 80-90, ça va assez mal au niveau de l'animation chez Disney. Les films n'ont pas le succès escompté. Et à partir de 1989, avec La Petite Sirène, on va vraiment témoigner d'une renaissance de Disney égale à l'époque où Disney était vivant. Donc, viendra ensuite La Belle et la Bête, ensuite Aladdin, Le Roi Lion, Moulin, Tarzan, tous de grands succès. Ben oui. Et vraiment, La Belle et la Bête est le seul film dans l'histoire à avoir été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film. Pas meilleur film d'animation, là. Meilleur film tout court. Il est en compétition avec les autres films. Et c'est un film, on s'entend, c'est des bonhommes, là. C'est animé. C'est jamais arrivé. Il a pas gagné. Ça aurait été historique. Mais déjà, la nomination elle-même est historique. C'est devenu en 1994 une pièce de Broadway aussi. Et bon, ça a joué pendant 13 ans. Mais c'est surprenant, ça, ce bout-là, parce que les comédies musicales, une histoire qui date du 18e siècle, qui en a jamais fait une avant 94. En tout cas, c'est ce que ça donne à entendre. Je sais pas s'il y en avait d'autres avant, mais... Ça a été fait au théâtre, oui, précédemment. Mais là, c'est vraiment la version de Disney qui est interprétée au théâtre, avec adapté, les mêmes chansons, avec les mêmes personnages. Ça a joué pendant 13 ans sur Broadway et il y a eu plusieurs distributions nécessairement, mais il y a un acteur très célèbre aujourd'hui qui a débuté sa carrière comme Gaston à Broadway. Et c'est Spacey. Hugh Jackman, Wolverine lui-même en personne. Hey, Gaston, j'invite les gens qui écoutent à aller voir sur YouTube, là, taper Gaston, Hugh Jackman. Vous allez voir des extraits de lui sur Broadway. Hey, ça marche du feu de Dieu, je trouve. Physiquement, il y a une bonne posture. Il est un excellent Gaston, vraiment. C'est pas la première fois qu'il est overpoil dans un rôle, c'est ce qu'on comprend. Non, Gaston exactement. Martin, est moins pollu quand même. Et là, on est dans la mode des remakes en prise de vue réelle. Oui, pourquoi ça? Parce que les effets numériques, maintenant, permettent assez facilement de traduire des idées qui étaient seulement réalisables dans l'animation. Si on pense, par exemple, au Alice au Pays des Merveilles que Tim Burton a réalisé en 2010, ou encore à Maleficent, qui était la vilaine dans La Belle au bois dormant, qu'Angelina Jolie a interprété. Il y a des animaux parlants là-dedans, il y a des effets comme, par exemple, le livre de la jungle qui est sorti tout récemment. C'était très difficile, voire impossible à faire avant l'ère moderne des ordinateurs et de la technologie numérique, mais maintenant, on peut le faire. Et les enfants ont délaissé un peu l'animation 2D. Ils regardent plus les films en 2D, à moins que les parents vraiment prennent le temps de le leur montrer. Fait qu'on veut que les parcs, les personnages chez Disney soient encore d'actualité, que les jeunes reconnaissent la Bête, reconnaissent Belle. Alors, on les refait. Et là, d'ailleurs, le succès de Livre de la jungle, qui a gagné d'ailleurs l'Oscar des meilleurs effets visuels, a propulsé Le Roi Lion au devant de la liste des films à refaire. Là, ils vont faire
Le Royaume en prise de vue réelle. Oui, c'est l'un des prochains qui est dans la liste. Philippe, en terminant, en quoi cette nouvelle version-là qui prend l'affiche aujourd'hui est différente des autres? Je présume pas tant que ça non plus, mais souvent on veut avancer un aspect ou un autre. Oui, c'est relativement fidèle. Toutes les chansons que les gens aiment y sont. On a rajouté des nouvelles chansons, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est que Emma Watson a amené avec elle ses convictions personnelles féministes dans le film. Donc, on a transformé Belle un peu. On se rappelle, dans le film de 91, son père est inventeur et elle lit beaucoup, mais ça se limite à peu près à ça jusqu'au moment où elle rencontre la bête. Dans cette nouvelle version, c'est elle qui invente et en fait, elle invente une machine à laver pour la libérer de cette tâche-là, pour qu'elle puisse lire et même enseigner à une jeune fille du village à lire. Et là, ça va causer des problèmes avec les gens du village qui aiment pas beaucoup cette idée-là. Et donc, tout son personnage va être transformé là pour véhiculer des valeurs qui sont d'actualité en 2017, évidemment, puis qui l'étaient moins en 91. C'est le premier Disney aussi, tu me corrigeras, mais ça crée un tollé présentement en Malaisie. Là. Il y a un premier moment gay dans le film La Belle et la Bête, ce qui fait que présentement, il est comme suspendu. On veut le bannir de la Malaisie. Ce que je comprends, c'est le réalisateur qui a peut-être un peu trop parlé, parce que quand tu regardes le film, tu verras pas ce moment gay-là. Tu peux l'avoir en suspens dans le film, mais le personnage est ambigu, mais je pense pas qu'il y a un moment... On dit que c'est la manière dont il danse qui est gay. Ouais, c'est peut-être... de même que le dialogue, les paroles de la chanson. Mais ça fait en sorte que là-bas, ils ont décidé de bannir le film pour l'instant. C'est une tempête dans un verre d'eau, si tu veux je réponds à ta question. Là, on veut dire le personnage de Le Fou, qui admire beaucoup Gaston, était déjà présent dans la version de 1991. Puis je pense que les gens, donc, ils s'énervent avec ça, mais du côté du marketing, en tout cas, Disney doit être bien content parce que parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en, c'est ce que ça fait. Et je sais pas combien qui t'ont donné, mais merci de nous en avoir parlé, Philippe, ce matin. En semaine, dès 5h30. 96.9.